Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Patrick Lemaire, je suis responsable du développement à l'UNEP et je suis accompagné de Guillaume Lebellégo, directeur commercial de l'UNEP. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est très heureux parce que là, on a du lourd, si je puis dire. On a deux présidents de société, Sonia Fendler, présidente d'Altixia, et Frédéric Durand, président de Cap Foncière et Territoire. Donc je pense qu'on aura un débat particulièrement intéressant. Le but de ce webinaire, pour ceux qui n'y ont pas assisté encore, c'est vraiment de parler sans tabou, sans langue de bois, et vous poser au fur et à mesure. Alors on a coupé les micros, mais posez toutes vos questions et on gérera avec Guillaume. On les posera soit au fil de l'eau, soit à la fin des présentations de Sonia et de Frédéric. Alors, en introduction, je voulais citer cette merveilleuse phrase que Frédéric Durand a repris dans son dernier bulletin trimestriel, un proverbe africain qui dit « L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». Donc ce matin, on va oublier un peu les arbres qui tombent et on va parler de la forêt des SCPI qui poussent. Il y en a encore, des bonnes SCPI, et il faut pas être négatif sur tout. C'est une classe d'actifs passionnante et il y a encore des bons et des très bons. Et c'est un peu l'objet de cette présentation, de vous présenter deux pépites qu'on a sélectionnées au sein de Focus SCPI qu'on vous présentera également. Donc je vais laisser la parole à Guillaume pour une présentation rapide sur l'UNEP et l'assurance vie. Bonjour donc à toutes et tous. Alors, comme l'a dit Patrick, les micros sont coupés. Il y a un chat néanmoins. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On les a en direct. L'idée du webinaire aujourd'hui, comme l'a dit Patrick, c'est vraiment de parcourir sans langue de bois le marché de l'immobilier qui fait quelques remous en ce moment. Ce que je disais la dernière fois lors du dernier webinaire, c'est que oui, certains véhicules immobiliers ne vont pas forcément très bien, mais pour d'autres, ça se passe plutôt correctement, voire très bien. Et l'idée, c'est de faire un petit focus justement là-dessus. Alors, vous connaissez notre attachement à l'immobilier, puisque l'UNEP, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est une plateforme indépendante qui distribue des contrats d'assurance vie et des contrats de capitalisation, historiquement avec un biais immobilier, puisque Christian Cacciolo, qui devait être là ce matin, mais qui a un problème pour se connecter, nous rejoindra peut-être dans cette heure de webinaire. Christian est également à la fondation d'Imorante, et donc l'UNEP a été créée sur les fondements d'Imorante, bien que l'UNEP soit indépendant, hein, ce qui nous permet aujourd'hui de recevoir Frédéric et Sonia. Et donc, nous avons construit notre gamme financière autour de l'immobilier, ce qui a fait notre renommée aujourd'hui. L'UNEP, c'est aujourd'hui 6 collaborateurs en région. Ils sont tous associés à un binôme commercial. Donc, chaque CGP, où qu'il soit, est accompagné par un binôme, plus Patrick, moi-même, et puis toute l'équipe administrative de Clara Roux. Voilà, je ne veux pas non plus épiloguer sur l'UNEP, mais retenez ça, c'est de l'assurance vie, de la CAPI, personne physique, personne morale, avec une dominance immobilière. Et puis, nous avions, je te fais la passe, Patrick, mais nous avions beaucoup de demandes d'allocation d'actifs de SCPI, comme on pouvait le faire auparavant sur les OPCVM. Et donc, plutôt que d'investir uniquement sur une seule et même SCPI, on était plutôt maintenant sur des SCPI thématiques. Et c'est là que le pôle Focus SCPI a été créé, enfin en tout cas sur cette base-là. Et il n'y a pas mieux que Patrick pour en parler. Donc, je te laisse un petit peu la main. Oui, alors très rapidement, ce pôle Focus SCPI, qui a été créé par Ilona Stanescu et que j'ai rejoint ensuite, a pour but d'offrir un service au CGP, service de conseil d'allocation d'actifs sur les SCPI, celles qu'on a sélectionnées, et également on nous pose des questions sur celles qu'on n'a pas sélectionnées, ce qui nous prend pas mal de temps aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, l'idée, c'est de faire des allocations. Donc, on va les sélectionner des sociétés de gestion avec des critères financiers, certes, mais des critères également humains. Alors, je l'explique, des critères financiers, bon, bah, tout le monde les maîtrise relativement bien, les taux d'occupation financière, les reports à nouveau, les taux de recouvrement, maintenant, c'est une donnée importante. La typologie de la collecte, c'est quelque chose de très important également. Est-ce qu'il y a que des particuliers, des institutionnels? S'il y a des institutionnels, notamment des assureurs vie, est-ce que c'est des assureurs qui arrivent one shot
avec des tickets de 10, 20 millions et on voit ce que ça donne quand ils sortent sur le marché, ou est-ce que c'est des assureurs qui souscrivent au fil de l'eau pour des centaines de clients finaux? Donc toutes ces questions, on les aborde, mais la politique humaine est également très importante parce que le nerf de guerre d'une SCPI, c'est le couple collecte-investissement. Et l'investissement, c'est intéressant, on va en parler ce matin évidemment. La collecte, c'est également important. Et si on n'a pas la collecte, si on n'a pas les bonnes équipes, si la politique humaine de la société ne va pas, tôt ou tard, on va dans le mur d'un côté ou de l'autre. Alors, Focus SCPI, juste, on fait des sélections de produits, on voit un peu toutes les SCPI du marché, on les analyse, et après, on vous les met à disposition. Nous, on est complètement transparent, c'est-à-dire que vous allez rentrer en relation avec les sociétés de gestion qui vous intéressent. On vous facilite la vie parce que vous envoyez une fois vos pièces à Ilona, on les dispatche sur toutes les sociétés de gestion. Vous signez des conventions en direct avec les sociétés de gestion. Vous avez accès à toute leur gamme et on n'est absolument pas une source de frottement vu que vous touchez 100% de la rémunération CGP. Donc, on est vraiment là pour vous aider sur le front, également sur des problèmes de middle, de back. On a eu le cas récemment d'un conseiller, c'est que ses commissions, il avait racheté un cabinet et n'était pas payé depuis un an. En 48 heures, on lui a réglé le problème. On essaie d'être assez dynamique et c'est ce qui nous caractérise. Et dernier point, on n'est pas langue de bois, c'est-à-dire qu'on n'est pas. L'avantage, c'est qu'on n'est pas affilié à une société plus qu'à une autre. Si demain on vous dit ah mais Frédéric, il n'y a plus rien dans les tuyaux en investissement, levez le pied pour la collecte, on vous le dira. Ce qui n'est pas le cas, Frédéric, c'est une boutade. Et donc voilà, on essaie vraiment d'être là au quotidien. Et là, on a un nouveau logiciel, on travaille avec Deep Invest, qui est un très très bel outil. On a reçu la version pro ce matin. N'hésitez pas à nous conseiller. On fait des très belles allocations pour vos clients qu'on vous donne clé en main. Et j'en profite pour vous dire qu'on faisait un bulletin trimestriel assez apprécié du marché sur les SCPI. Le problème de ce bulletin trimestriel, c'est que la mise à jour des données se faisait au moins 2 mois après la fin du trimestre civil. Donc, on avait un décalage de 5 à 6 mois qui n'était pas du tout cohérent avec la réactivité nécessaire aujourd'hui sur les données des SCPI. Donc, grâce à cet outil avec Deep Invest, on aura l'équivalent de ce bulletin. On fera peut-être une extraction papier très légère, mais ça sera en temps réel. Vous aurez accès sur Internet au site en temps réel avec tous les comparateurs, tous les éléments de la SCPI. Donc ça, n'hésitez pas à nous tester. Laissez-nous la version pro. On va finaliser la maquette, mais dans 15 jours, ça sera prêt. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, ben, on ne va pas parler plus de nous et on va laisser la parole à nos invités. Alors, honneur aux femmes. Sonia, on va te laisser démarrer. Donc, raconte-nous un peu qui tu es déjà, tes SCPI, ta politique d'investissement, de collecte, etc. Et puis après, on posera des questions plus pointues. Nickel. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous, puisqu'un label UNEP, c'est presque encore mieux qu'un label ISR. Donc, merci à vous. Alors, Altixia REM a été créée en 2015, mais à l'origine était une foncière privée. Et moi, je suis arrivée en 2018 pour vraiment transformer la structure et en faire une vraie société de gestion immobilière grand public. Sachant qu'auparavant, j'ai eu un parcours de 25 ans chez un assureur vie Generali, mais j'avais envie, à force de côtoyer des gens comme l'UNEP, d'une aventure entrepreneuriale, et donc aucun regret aujourd'hui. Donc en 2018, création de vraiment la société de gestion grand public. 2019, la création de 2 SCPI, Altixia Cadence 12 et Altixia Commerce. Et en 2019, un OPCI, Altixia Valeur. Donc, je dirais que notre politique d'investissement, depuis l'origine, c'est important pour moi, a toujours été d'être avant tout patrimoniale et d'être extrêmement vigilante sur la qualité des actifs immobiliers. Donc, l'emplacement, je le redis parce que c'est encore plus important, je pense, aujourd'hui, et il est crucial de ne pas oublier les fondamentaux de l'assurance vie. Donc, ça a été l'emplacement, et ça l'est toujours. Ça a été également la qualité des bâtiments, parce qu'on peut trouver des choses aujourd'hui très bien en termes de prix, mais en termes de qualité du bâtiment, il y aura des monceaux de travaux à faire, notamment pour respecter le décret tertiaire qui a un horizon très court. Donc nous, ça reste vraiment l'investissement, l'emplacement, la qualité du bâtiment, la taille des actifs qu'on achète. On a toujours été vigilant à acheter des actifs entre 1 et 10 millions maximum. Et on le voit aujourd'hui, ce sont des actifs qui restent toujours très liquides sur le marché. Aujourd'hui, on fait des offres assez agressives en termes de taux, puisqu'on n'achète rien en dessous de 7, et on a des gens qui achètent encore moins cher.
Donc, on voit bien que ces actifs de petite taille restent extrêmement liquides. Et pour moi, c'est un point clé des SCPI de demain, parce qu'il faut être agile aujourd'hui, il faut savoir vendre et réacheter. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs des actifs neufs qu'on a achetés, des commerces, notamment pieds d'immeubles. Ce sont les utilisateurs qui veulent les racheter. Pourquoi? Parce que l'indexation des loyers à un taux quand même assez élevé, d'ailleurs qui profite au rendement des SCPI, et d'emprunter, même si c'est cher, à un taux fixe, ils préfèrent payer très cher et ils payent très cher pour réacheter les actifs. Donc aujourd'hui, on a surtout notre SCPI Altixia Cadence 12 qui a revenu mensuel, qui, n'oublions pas, est assez atypique parce qu'elle est éligible aux US personnes et qui investit de façon assez massive puisqu'on a plus de 30 millions à investir. On va commencer dès cette année nos premiers investissements à l'étranger, mais toujours dans les centres-villes extrêmement importants. Donc, on a un mixte commerce, locaux d'activité et un petit peu de bureaux, mais que en région, pas du tout en Île-de-France. Depuis le début, je dis que l'effet télétravail aura un effet structurel long terme sur ces typologies d'actifs, surtout s'ils sont obsolètes. Donc voilà, une SCPI de 160 millions, 30 millions à investir, plutôt un joli taux d'occupation physique, financier et des actifs où on a une grosse partie de l'actif qui est neuf. Altixia Commerce, très vite, une SCPI dédiée au commerce. Et on le voit bien, hein, ces dernières années, il y a eu le commerce bashing et ces valorisations ont baissé précédemment et aujourd'hui, elles se tiennent bien. Parce que j'en profite pour le dire, on a déjà avancé nos expertises de fin d'année, on a reçu les résultats des experts et les deux SCPI vont avoir une valeur de reconstitution qui reste au-dessus de la valeur de souscription. Et les commerces se sont bien tenus. On voit bien, ça a été pâti pendant le Covid, ça a pâti du e-commerce, mais voilà, ça se tient bien. Sachant que pareil, c'est toujours très sélectif. C'est des retail parks où le loyer est peu cher, où il y a la problématique du zéro artificialisation des sols, donc les locataires ne partent pas. Et c'est les pieds d'immeubles dans des écoquartiers bien placés, neufs. Plus de 60% du patrimoine est neuf. Donc voilà, 5,30 pour la fin de l'année pour Altixia Commerce, 5,60 pour Altixia Cadence 12 et des perspectives au-dessus de 6% en 2024. Donc un marché qui est tendu, mais comme le disait Patrick, c'est un vrai marché d'opportunités. Il y a une vraie bagarre sur ce marché et le premier semestre 2024 va être clé. On voit bien qu'on a aujourd'hui des belles offres au-dessus de 7. Par contre, je n'irai pas chercher les trucs à 9. Si vous allez chercher un truc à 9, c'est un truc de pas bonne qualité. Donc le court terme, c'est pas pour nous. Moi, je vise toujours le long terme. Et si on achète un actif et on ne sait pas dans 10 ans ce qu'on peut en faire, on ne l'achète pas. Ce n'est pas la bonne solution. J'ai été rapide, mais j'ai essayé d'être synthétique. Très bien. Alors, pour que ce soit un peu vivant et plutôt d'avoir deux présentations à la suite, Frédéric, avant de parler du marché, est-ce que tu peux nous faire une présentation de ta société Foncière et Territoire que tu présides? Alors oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien moi, effectivement, je suis un actionnaire fondateur de Foncière et Territoire, qui est une société de gestion que j'ai créée il y a un peu plus de 25 ans, hein, dans l'Est de la France. Et on a un parcours un petit peu atypique par rapport à d'autres sociétés de gestion, puisqu'on a démarré par créer des clubs deals. Des clubs deals plutôt de capitalisation avec beaucoup de dettes. Et donc, quand j'ai créé notre société de gestion, quand vous avez beaucoup de dettes, il faut que vos immeubles soient bien placés, il faut qu'ils soient bien loués, et puis il faut qu'il y ait des taux d'occupation élevés, puisque quand vous avez des loyers qui manquent, il faut faire appel aux associés. Donc ça, c'est les fondements de notre société. Et après une cinquantaine de clubs deals constitués, on a demandé un agrément société de gestion de portefeuille. Et on a développé une SCPI de territoire qui s'appelle Cap Foncière et Territoire, mais sur les mêmes fondamentaux que nos clubs deals de l'époque. Alors, pour la SCPI Cap Foncière et Territoire, la cible d'investissement, c'est essentiellement les grandes métropoles régionales, et c'est une SCPI diversifiée. Parce que, en fait, chez Foncière et Territoire, on est spécialiste en rien et généraliste en tout. Et on connaît toutes les classes d'actifs. Donc, on a des actifs sur Lille, sur Nantes, sur Lyon, que l'on développe, et avec des produits aussi, des produits assez différents, parce qu'on a aussi bien des locaux d'activité de production, des locaux usage de bureaux, des locaux de commerce. On aime bien la formation également. Et en ce qui concerne les actifs, euh, bien placés, c'est vrai que la notion d'emplacement sont importants, mais ce qui est important aussi, c'est de voir
la qualité des locataires et on aime bien cibler des locataires qui sont dans une activité économique d'aujourd'hui, mais de demain hein, aussi. Donc, on a des activités de la tech, on a des activités de l'administration, et là, en fait, ça rajoute encore à une grande mutualisation. Mutualisation sur un grand nombre de locataires, puisque sur la SCPI, on a dû dépasser les 110 locataires pour une capitalisation qui approche les 100 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est aussi très, très disséminé. Et un petit peu comme Sonia, les typologies et les montants de l'investissement chez nous sont toujours inférieurs à 10. D'ailleurs, le plus gros des investissements, c'est 4 à 6 millions d'euros. Donc, on fait attention à cette notion de mutualisation. Et plus on a de sources de produits différents, d'activités différentes, plus on va sécuriser un fonds d'investissement. Voilà ce que je souhaitais dire. Et puis peut-être un petit peu plus répondre aux questions. Merci. Alors maintenant, on va enchaîner un peu sur quelles sont vos perspectives, notamment je parle surtout en investissement pour l'année prochaine. Pour être plus clair, est-ce qu'on trouve aujourd'hui des actifs, enfin, je parle plus du commerce peut-être, mais intéressants à acheter? Est-ce que votre politique, ça va être d'être un peu en stand-by, de garder du cash en attendant on ait une véritable baisse des taux, ou est-ce que vous avez déjà des opportunités qui se présentent, ou qui vont se présenter? Sonia, peut-être? Alors, sur le commerce, il y a déjà des opportunités qui se présentent, mais dès le départ, on est très clair aussi avec les vendeurs où on leur dit si le timing d'acquisition s'étend un peu trop longtemps, parce qu'ils sont lents, parce qu'ils sont, etc., on peut renégocier le prix en cours de route. Et ils l'entendent très bien. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui pas mal, c'est des retail parks neufs sur lesquels on aime bien, parce qu'en général, ce sont des activités qui sont vraiment aux dernières normes énergétiques. Le seul sujet qu'on fait aussi attention, c'est aujourd'hui, c'est la solidité des promoteurs, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même des promoteurs qui sont tombés en faillite. Donc, c'est un point d'intention d'aller chercher, quand on va chercher du neuf, que ça soit fait vraiment avec des retail parks et des promoteurs solides. Donc, le commerce, ça a déjà beaucoup baissé. Je suis assez persuadée que ça ne baissera pas beaucoup plus sur le premier semestre 2024, ce qui n'est pas le cas du tout des bureaux et de locaux d'activité où il y a encore à attendre un tout petit peu avant d'avoir des belles affaires. Frédéric, à propos de bureaux, est-ce qu'on n'a pas un marché un peu à deux vitesses entre les bureaux, j'allais dire, parisiens au sens large, où là, on a des schémas un peu catastrophiques, enfin catastrophiques, plutôt noirs pour le court terme, et les bureaux de province bien situés, où ça a l'air, a priori, de se tenir beaucoup mieux? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du marché de bureaux de l'Île-de-France parce qu'on n'y investit pas, donc c'est un marché qu'on ne connaît pas. Oui. Ce que je sais, c'est que sur l'Île-de-France, on est un peu à saturation de mètres carrés de bureaux et c'est peut-être pourquoi on a beaucoup de journalistes qui écrivent sur le bureau, sur les territoires, dans les métropoles. D'ailleurs, on a eu un transfert. Beaucoup d'entreprises euh, développent des activités sur les territoires. Je prends l'exemple, si vous êtes dans la tech, ben vous êtes obligé d'ouvrir des mètres carrés de bureau à Nantes parce que vous avez Nantes Tech, vous avez toutes les écoles de formation et vous pourrez avoir des salariés qui vont pouvoir se loger. Ben ça profite au marché nantais, peut-être au détriment du marché parisien. Euh, la même façon sur Lyon, qui est le deuxième grand marché tertiaire français. Bon, nous, on a nos bureaux sur Lyon. Moi, j'habite Lyon et on voit bien que le marché de Lyon, même si c'est un petit peu plus dur globalement en bureau sur tous les marchés français, mais c'est des marchés qui se tiennent plutôt bien. Et justement, tu parles de bureaux. Mais en fait, moi, je sais que c'est une cible d'actifs qu'on aime bien, le bureau, et notamment sur les bureaux modernes, les bureaux. Aujourd'hui, on a la norme de construction RE 2020 où vous avez des immeubles qui consomment quasiment aucune énergie. Rien que par la présence des hommes, des ordinateurs, les coûts sont très très faibles. Nous, à Lyon, on est dans un immeuble à énergie positive. Et en fait, c'est ce type d'immeuble de bureau que les entreprises vont souhaiter vouloir occuper, les entreprises et leurs cadres. Et donc, je vois bien sur notre SCPI, on a acheté ces derniers temps des locaux à usage de bureau qui vont drainer cette demande avec des panneaux photovoltaïques parce que l'immeuble va produire de l'énergie, un immeuble moderne avec les bornes aussi pour les voitures électriques, hein, c'est très demandé sur nos territoires.
Et donc là, bah, c'est sur ce type d'actifs que l'on va faire notre marché. Et par contre, celui qui va conserver des bureaux d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans, qui sont un peu plus compliqués à chauffer ou à rafraîchir, je dis bien rafraîchir, parce que des fois, on raisonne sur le coût de l'énergie pour se chauffer l'hiver, mais c'est plus, cette année, il a quand même fait pendant 3 4 jours 42 degrés à Lyon. Donc, vous voyez, c'est plus les mêmes visions. Donc, il faut être en pointe pour acheter des actifs d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et là, c'est à nos équipes de bien les sélectionner. En fait, Frédéric, si je comprends ce que tu me dis, c'est que sur les bureaux achetés récemment et bien achetés, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque, entre guillemets, de dévalorisation. En fait, d'après ce que je comprends, c'est pour ça, c'est peut-être plus les vieilles SCPI qui sont touchées par des bureaux Ça, obsolètes ou pas. ça, Patrick, c'est toi qui le dis, mais effectivement, sur les CPI, c'est clair qu'aujourd'hui, Sonia le disait tout à l'heure, le zéro artificialisation nette, c'est dur à dire, hein. Euh, donc, moins de terrain, moins de foncier, demain, moins de promoteurs, parce que les promoteurs réduisent énormément la voilure, hein. C'est un métier difficile, promoteur, en ce moment. Effectivement, on est attentif de savoir à qui on achète. Fait qu'il va y avoir, à très court terme, moins de produits de bonne qualité et neufs. Et c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant, alors sur 2024, Sonia en parlait tout à l'heure aussi, de pouvoir saisir des bonnes opportunités, parce que les promoteurs, ils aiment bien nos activités de SCPI. Il n'y a pas de conditions de financement, on paye cash, donc on en profite un petit peu en ce moment. Et dans tous les cas, sur les bureaux, même neufs en région, ce qu'il faut rester, c'est sur des petites et moyennes surfaces, ou en tout cas des bureaux où tu pourras mettre du multilocataire. Parce qu'on voit bien aujourd'hui des monolocataires sur les très grosses surfaces, ça reste quand même de plus en plus compliqué. Donc il faut prévoir de pouvoir le mettre en multilocataire, dans tous les cas. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire plus concrètement, bon, on parle évidemment, Sonia, tu as commencé par là, la qualité, mais concrètement, moi, je répète, mais j'ai découvert, ça m'a choqué, que bah, il y a des sociétés de gestion des CPI aujourd'hui qui achètent des actifs sans même aller les voir, et ils regardent juste sur Google Maps où c'est situé. Alors j'étais un peu les bras ballants et consterné. Est-ce que vous pouvez me raconter, enfin, oui, me raconter, parce que l'immobilier, ça se touche, ça se sent, comment vous achetez un actif de bureau ou de commerce aujourd'hui? Alors écoute, de notre côté, on a un comité d'investissement qui a lieu toutes les semaines où les équipes des investissements vont nous présenter ce qu'ils ont sélectionné, qui correspond à notre cahier des charges. Et en général, ils nous présentent aussi des choses qui sont en dehors du cahier des charges, justement pour voir un peu comment évolue le marché immobilier. Donc une fois qu'on a regardé les actifs, donc là sur le papier, on utilise effectivement Google Maps pour voir où ça se trouve, les nœuds routiers, etc. Et ce qui est intéressant quand même dans Google Maps, c'est de voir l'historique des locataires qu'il y a pu y avoir précédemment sur 10, 15 ans. Maintenant, il y a une profondeur dans Google Maps qui est très intéressant. Après, si ça nous intéresse, on va faire une offre, mais effectivement, toujours, toujours, toujours sous condition de visite. On n'achète jamais un actif sans l'avoir visité. Et je dirais que même nous, on va plus loin. Généralement, on appelle des CGP de la région pour qu'ils nous disent ce que lui, il en pense. Parce que si on a visité un commerce un samedi, moi, ce que je veux savoir, c'est comment ça fonctionne dans la semaine, comment ça fonctionne le week-end, est-ce que c'est tôt le matin, tard le soir, etc. Et il n'y a pas de mystère, c'est celui qui vit à côté qui connaît mieux aussi l'activité de ce locataire. Donc, dans tous les cas, on va tout le temps visiter. Et toutes les semaines, on regarde un état d'avancement de l'investissement, si on l'accepte, on ne l'accepte pas. Et ensuite, il y a toutes les due diligence sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant, que ce soit la data room technique pour regarder l'état des bâtiments, etc. Les baux, la lecture des baux. Je pense qu'aujourd'hui, on ne regarde pas suffisamment les baux et des fois, on découvre des horreurs qui ont été faites par les anciens propriétaires avec des clauses de concurrence, c'est-à-dire que tu ne pourras pas mettre un autre locataire à côté qui soit concurrent, etc. Et ça va te pénaliser demain, notamment par exemple dans un retail park de commerce. Donc, il faut vraiment prendre toutes ces étapes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, faire une acquisition en moins de 4 mois, c'est quand même extrêmement difficile. Frédéric? D'autant plus que Frédéric, toi, tu as des implantations en région. Est-ce que ça te permet d'avoir des deals que tu n'aurais peut-être pas en étant à Nancy ou Lyon? Alors, c'est vrai que nous, on est sur 3 sites, Nancy pour le nord et l'est, Lyon pour tout ce qui est Rhône-Alpes, Méditerranée, et Nantes pour l'ouest.
Nous, tous les lundis, on a une réunion qu'on appelle la réunion TAMI, c'est-à-dire qu'on passe en revue tous les dossiers qu'on a reçus dans la semaine. Et de cette réunion TAMI, tiens, il va y avoir euh, un dossier qui va ressortir et on va commencer de le travailler. On est très très sensible aussi, alors que ce soit si c'est des brokers ou des promoteurs, à la constitution du dossier, parce que des fois, il y a des dossiers qui sont pas toujours très très bien montés et on va peut-être les écarter. Et puis effectivement, on essaye, une fois qu'on va commencer de les travailler, avoir un maximum d'éléments. Bon, les DPE, il y a des dossiers qu'on demande rapidement. C'est les DPE, les analyses techniques, parce que si on sait que l'actif a peut-être un petit peu d'âge, on va tout de suite demander les éléments techniques parce que ça évite de perdre trop de temps. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur 2022, on a eu à peu près 250 à 300 dossiers. On en a étudié entre 50 et 60 pour traiter une quinzaine de ventes, hein. Voilà. Et aujourd'hui, Sonia le disait, on découvre un petit peu des choses à la fin ou au dernier moment, et c'est pénible parce que nos équipes ont déjà passé pas mal de temps sur les dossiers. Et sur les visites, oui, on a tous les outils modernes de valorisation, de data sur les valeurs à côté. En ce moment, on regarde beaucoup la valeur des mètres carrés aussi, hein, en dehors des taux de rendement. Je vais vous donner un exemple, par exemple, sur l'immobilier de bureau neuf. Nous, on essaye de mettre dans nos cahiers des charges, de repérer quel est le prix de l'immobilier d'habitation moyen sur le secteur où est l'immeuble cible, le prix de l'immobilier d'habitation neuf sur le secteur où est notre immeuble cible, parce que ça nous permet quand même d'avoir des informations de valeur et de demande. Et un peu comme le fait Sonia aussi, on essaye de demander, même si on est implanté sur les territoires, l'avis de un ou deux CGP. On a aussi des actionnaires épargnants bien investis dans leur SCPI, on leur demande un petit coup de main. Parce que rien de tel qu'un regard complémentaire, qu'un regard croisé. Parce qu'en ce moment, c'est pas facile d'investir. Et comme on a moins de ressources, eh ben, on est encore plus attentif aux investissements que l'on va faire. Les acheteurs sont rois aujourd'hui, hein, donc on peut très fortement négocier. S'il y a des travaux, on demande aux vendeurs de les prendre en charge, etc., etc. Le monde a vraiment changé quand même. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur suite aux décisions de l'AMF, a priori, d'après ce que je comprends, le retour de vos expertises, si vous pouvez nous dire un mot, a été plutôt favorable, vu Alors, qu'aucun de c'est vous deux c'est n'a vrai, dévalorisé. non, alors c'est vrai que j'ai été. Je trouve que Attends, l'AMF a Sonia, été. Sonia, je t'arrête, excuse-moi. Donc, si tu peux nous faire un petit topo, oui, le retour d'expertise et comment vous voyez l'expertise de fin d'année, enfin. Alors justement, on a anticipé ces expertises, on les a demandées de suite. D'habitude, on les demande mi-décembre aux experts, on leur a dit, écoutez, faites-le vite. Plus vite on donnera aux épargnants la réalité réglementaire, plus vite ils seront rassurés. Donc on a plutôt été agréablement surpris par les expertises. Donc pas de surprise sur les commerces, pas de surprise sur les locaux d'activité, c'est à correspondre à nos simulations. Un peu plus dur que ce qu'on imaginait sur les bureaux, y compris en région. Malgré tout, voilà, nos deux SCPI restent avec des valeurs de reconstitution qui seront au-dessus du prix de souscription. Donc, on est plutôt très confiant, y compris pour 2024, si l'année 2024 devait être également encore un peu difficile. Maintenant, voilà, je vois pour la première fois que les experts ont également pris en compte le fait que des bâtiments soient neufs. Parce que jusqu'à présent, ils ne regardaient pas beaucoup la différence entre neuf et ancien, et ça y est, ils commencent à l'intégrer dans leur grille. Et ce qu'ils regardent aussi de façon attentive, et ça, il faudra qu'on soit vigilant, c'est la VLM, c'est-à-dire la valeur locative que doit avoir ce local-là, ce bâtiment-là. Puisqu'avec l'indexation, on voit bien quand même que les loyers augmentent très fortement. Et malgré tout, l'expert immobilier va regarder si à terme, est-ce que c'est la bonne VLM, est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'indexation et que le loyer que vous avez aujourd'hui en place est trop élevé. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra être attentif dans les prochaines acquisitions également. Frédéric. Moi, je vais dire tout pareil comme Sonia. Non, c'est vrai on a démarré un petit peu plus tôt les expertises parce que on s'est dit dans le contexte actuel qu'ils allaient nous demander un petit peu plus d'éléments, ce qui était le cas, hein. Ils ont renforcé quand même leur diligence, les experts. Certains ont intégré beaucoup plus les éléments techniques parce qu'ils étaient très terrain, très immobilier, très calcul financier. Et chez nous, c'est Galtier, hein, avec
tout un maillage de tous les territoires. Ils nous ont donné plus de documents. Ils sont plus attentifs. On leur a donné aussi plus d'éléments quand on a des bonnes performances énergétiques. Et effectivement, je pense qu'ils ont un petit peu plus globalement décoté les immeubles qui sont un peu en périphérie, sur lesquels il y a un peu de capex. Je pense qu'ils les ont un petit peu plus décotés. Je parle de façon générale et de façon particulière en ce qui concerne notre SCPI. Même si on avait déjà fait l'exercice, je vous le rappelle, à la demande de l'AMF pendant l'été, hein, parce qu'on a dû recalculer toutes nos valeurs euh, au 30 juin 2023. Hein, donc ça a demandé pas mal de boulot sur les sociétés de gestion de portefeuille pendant l'été. Et nous, elles sont aussi, elles sont bonnes hein, sur Cap Foncière et Territoire, elles sont bonnes, mais parce que on n'a jamais acheté trop cher. Quand aujourd'hui vous achetez un immeuble neuf labellisé Passif House à 2700 euros du mètre carré à Grenoble, ah ouais, on n'est pas dans des délires et c'est pas des immeubles qui vont être décotés parce qu'en plus ils sont demandés. Euh, et on a aussi pas mal renseigné les experts sur les valeurs locatives. Sonia en parlait tout à l'heure. Parce que bon, quand on a un patrimoine, il vit le patrimoine. Les locataires qui s'en vont, il y en a qui prennent le relais. Et nous, on a eu beaucoup sur Cap Foncière et Territoire. On a eu 2 ou 3 locataires qui souhaitaient partir avant la fin de leur bail. Ils se sont chargés de retrouver un locataire et on l'a retrouvé au même prix, voire à des prix un petit peu supérieurs. Donc ça donne une indication sur la valeur d'un actif. Hein, parce que tout expert qu'on soit, vous savez, c'est le marché qui a raison. Hein. Donc, chez nous, bah, plutôt très positif les retours que l'on a eus Alors aux justement, tu parlais expertises de de fonds de commerce. locataires. Bon, on a vu sur le marché que certaines SCPI avaient bien souffert de, de, de locataires qui avaient rompu renoncé à leur bail. Donc ma question, c'est quel est le poids du locataire le plus important chez vous, dans vos SCPI? Que représente voilà, le locataire le plus important? Honneur aux femmes parce que c'est la colle, comme ça je vais réfléchir à Pas la cool, là, réponse. Frédéric. Non, là, j'ai plus en tête parce qu'en plus, il y a un comité risque qu'on fait tous les trimestres où on regarde le poids des locataires. Et de mémoire, j'en ai pas un qui a fait plus de 10%. Non, je suis en dessous des 5% à chaque fois systématiquement sur tous les locataires. D'accord. Je suis en train de remémorer. Non, j'ai pas. Alors, chez nous, c'est pareil, la Attends, SCPI. Juste Frédéric, excuse-moi. Le point d'attention, par exemple, qu'on peut avoir, c'est un basic fit qui s'implante un peu partout, typiquement le sport. Donc là, on peut l'avoir sur un actif, on peut l'avoir sur un autre actif. Donc Oui, on regarde le poids du locataire, justement, pas uniquement dans un actif, mais vraiment sur la totalité de patrimoine de la SCPI. Donc typiquement, c'est ce genre de locataire sur lequel on est très vigilant à ne pas dépasser un pourcentage trop élevé de basic fit sur le patrimoine de la SCPI. Et on est en dessous des 5% sur ce typologie de locataire, par exemple. Même si ça fonctionne très bien, mais par principe, c'est la règle. d'accord. Frédéric? Chez nous, j'ai mes petites anti-sèches. Hein. Le plus gros locataire qui représente un petit peu moins de 5%, c'est Pôle emploi sur la SCPI. Donc, un Il devrait rester locataire stable. plutôt sécure, hein, qui va avoir peut-être un peu à recruter prochainement. Donc, non, ce qui est important, c'est effectivement la diversité. Et c'est bien, tu parles de locataires parce que moi, j'ai toujours fondé l'entreprise sur 3 départements, hein, autour de l'adage collecter, investir et gérer au cœur des territoires. Et le mot gérer est quand même un mot hyper important en ce moment parce que c'est pas le tout d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas le tout d'investir en veux-tu, en voilà. Aujourd'hui, il faut des gestionnaires, il faut des équipes. Et c'est vrai que chez nous, ben, un actif ou un locataire, on le visite quasiment une fois par trimestre. Et là, consigne a été donnée à tous les gestionnaires. On a à peu près 400 locataires en France entière. Donc, je crois 110 sur la SCPI, mais sur les foncières, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de locataires aussi. Et en fait, quand un locataire, vous allez lui demander bah, comment ça va dans votre activité, quand vous le rencontrez, quand vous essayez d'avoir des retours, il se crée une relation intéressante et importante. Et à mon avis, pour les années 2024 et 2025, la clé de voûte, ça va être voilà, qui est en capacité de bien suivre ses locataires. Alors, oui, On commence à avoir des questions sur le chat. On y viendra vraiment dans 5-6 minutes. Je voudrais juste revenir, moi, sur le sujet d'avant. Sonia, tu as dit que
Les belles affaires se feront autour de ou à partir de mars 2024. Pour ceux qui ont, on va dire, du cash, l'idée, c'est d'avoir un peu de chiffres. Est-ce que vous pouvez nous donner, si ce n'est pas indiscret, votre niveau de cash vous avez actuellement et qui vous permettront de faire de belles affaires, je l'espère? Typiquement, sur Cadence 12, j'ai plus de 35 millions à investir sur une SCPI qui en fait 160. Donc, voilà, plutôt satisfaisant. Sur commerce, j'en ai moins puisque je suis plutôt aux alentours de 10 millions pour une SCPI qui en fait 100. Après, c'est là où je vous disais que c'est important, c'est qu'on va d'ailleurs dès cette année et début 2024, on a des ventes utilisateurs. C'est-à-dire que je vais avoir de nouveau du cash à investir, puisque ce sont des utilisateurs qui vont acheter leur propre local, et ça va me redonner du cash. Donc, en plus de la collecte, en plus du cash que j'ai déjà, je sais que j'ai des ventes en vue qui vont me redonner du cash à investir. Frédéric? Alors nous, on n'a pas autant de cash que Sonia, hein. Je vois qu'il y a 102 participants, donc il faut qu'ils puissent penser à nous. Non, nous, si vous voulez, on a toujours une stratégie déjà de collecte maîtrisée, hein. On collecte 20-30 millions d'euros par an et on essaie de bien les investir le plus possible au fur et à mesure. Parce qu'aujourd'hui, même si les placements financiers sont importants quand on a du cash, ils vont rapporter peut-être du 4%. C'est pas les 7% de l'investissement immobilier. Donc, il faut vraiment ne pas perdre de vue que voilà, une SCPI doit investir au fur et à mesure. Donc, nous, sur la fin de l'année, on aura peut-être 4 à 5 millions d'euros de cash. Alors, particularité, c'est on a investi là, ces derniers temps, sur 2-3 ventes en état futur d'achèvement et des typologies d'investissement qu'on faisait moins ou qu'on faisait pas il y a un an, et où on se fait rémunérer les fonds que l'on va verser. Je m'explique. C'est le cas d'un dossier qu'on a fait avec Vinci à Rouen, avec comme locataire Easy by EDF, une filiale d'EDF. Donc, c'est ce qu'on appelle un clé en main locatif tertiaire. Et pendant l'année à l'année et demie de construction, une vente en état futur d'achèvement, on va payer l'actif au fur et à mesure de l'investissement. Et ben, on va être rémunéré sur tous les fonds payés au fur et à mesure de cet investissement au taux de rendement de l'opération. Et ça, c'est un peu nouveau parce que bah, les promoteurs, ils ont besoin de cash, ils ont besoin de sortir leur dossier. Et ça, je pense que c'est assez intéressant pour la SCPI, pour nos épargnants, parce que ça permet d'avoir un rendement lissé jusqu'à ce que l'immeuble soit livré. Alors, quelques petites questions en vrac, mais très rapides, une réponse très rapide. Je pense que tous les deux, vous n'avez pas de part en attente de rachat. Non, je touche du bois. Non, non, on n'a Bon. pas de part en attente. Non, Et la attends, juste, deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez j'avais abordé ce thème en début de séance, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur la détention du capital de vos SCPI entre particuliers, institutionnels et institutionnels plus précis si c'est des assureurs? Alors, sur la SCI commerce, sur la SCPI commerce, sur les 100 millions, j'ai une SCI qui a investi à hauteur de 1 million dessus et qui n'est pas sortie. Sinon, j'ai à peu près 40% qui a été commercialisé en unité de compte chez l'assureur, notamment Generali, puisque c'est mon ancienne maison. Et pour le coup, j'ai aucune sortie du tout sur ce typologie-là, puisque c'est vraiment pas les fonds propres de l'assureur, c'est vraiment une unité de compte. Et sur Cadence 12, j'ai aucun institutionnel, aucune SCI, et j'ai à peu près 25% qui est également commercialisé en unité de compte chez un assureur, notamment Generali à nouveau. Mais pareil, aucune sortie de ce point de vue-là. D'accord. Frédéric? sur Cap Foncière et Territoire, on doit avoir à peu près 1700 épargnants, parce qu'il ne faut pas oublier que la SCP était conçue dans les années 70 sur un concept d'épargnant, hein, et de monsieur et madame tout le monde. Donc, à peu près sur les 1700, tu parlais de retraite tout à l'heure, je crois qu'on en a eu un ou deux sur le dernier trimestre. C'était peanuts, hein, et pour des valeurs de 30 à 40 000 euros. C'est-à-dire que quand même, globalement, les épargnants pour lesquels le produit SCPI a été créé, ils sont là pour longtemps. À partir du moment où ils ont le rendement, hein. C'est un produit de distribution, la SCPI. Hein. Ce n'est pas un produit de plus-value. Hein. Moi, j'en suis convaincu. Alors, en ce qui concerne la répartition du capital, nous, c'est que des épargnants, c'est que monsieur, madame, tout le monde, à l'exception de Préparvis, hein, qui est le contrat d'assurance vie que
développé par l'UNEP. Je crois qu'il doit représenter aux environs de 4% de la capitalisation dans le Triotel. Sinon, c'est notre société, le groupe familial Frédéric Durand, est dans les 2 ou 3 plus gros actionnaires aussi de la SCPI. Donc, on a une grande mutualisation et il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Tant qu'on fait du bon boulot, tant qu'on sert un dividende qui est en adéquation avec la demande de nos épargnants et de nos clients, il n'y a pas de raison que ça change. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, Frédéric, parce qu'on oublie l'objet premier de la SCPI, c'est le rendement. On achète une SCPI pour percevoir des loyers régulièrement, le plus régulièrement possible. Indexé, c'est encore mieux. Et la valeur du bien, on s'en moque un peu. Je prends toujours cet exemple. Quand vous avez un appartement, si vous avez un locataire pour 15 ans et que vous pouvez lui indexer régulièrement son loyer, savoir que votre voisin de palier qui a le même appartement l'a vendu 10% moins cher que ce que vaut le vôtre, ça vous est complètement égal. Ce n'est pas l'objet du débat. Donc, c'est important de rappeler. Là, on est dans une mouvance où on a tendance à tout dramatiser. Sur la SCPI, et il y a quand même beaucoup il y a des SCPI qui marchent bien comme on le prouve ce matin, et il y a beaucoup de CGP et de clients qui ne sont pas du tout inquiets, et c'est la majorité, heureusement, des clients à qui on a bien vendu ce type de placement. Alors, on va regarder un peu les petites questions. Alors, il y a une question. Alors, je vous fais l'accroche est un peu violente, hein. Spécialiste en rien, généraliste en tout. Que pensez-vous des SCPI thématiques? Alors, tous les deux, vous êtes des généralistes, on peut le dire, je pense. Est-ce que vous avez pensé à un moment où vous pensez faire des SCPI thématiques? Enfin, comment vous voyez ça? Ou est-ce qu'il vaut mieux rester généraliste pour vous? Alors, nous, on a lancé une SCPI commerce parce qu'on était convaincus par le commerce. Après, je suis fan du diversifié. Et je trouve qu'aujourd'hui, puisqu'on a dit qu'on était sans langue de bois, hein, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des SCPI thématiques, mais avec un niveau de finesse de la thématique qui est terrible. C'est-à-dire que le jour où votre locataire s'en va, à la rigueur, vous le laissez vide parce que vous n'avez plus du tout la thématique qui va correspondre, alors que le local, il peut avoir un autre usage, quoi. Donc, pour moi, l'immobilier, ça reste avant tout un bâtiment et un usage qui doit être pluridisciplinaire. Et si jamais un jour vous êtes trop spécialisé, pour moi, c'est une vraie problématique sur cette SCPI. Après, tout dépend le choix de l'épargnant, tout dépend le choix du conseiller. Si lui-même veut faire sa propre allocation d'actifs, maintenant, ça voudra dire qu'il va vouloir vendre au mauvais moment peut-être une thématique qui ne l'intéresse plus, alors que dans une diversifiée, nous-mêmes, on va faire ce choix de vendre des typologies d'actifs sur lesquelles on ne croit plus pour en acheter d'autres. Donc, on va être plus agile à l'intérieur d'une même SCPI. Frédéric? Alors, moi, j'ai fait le choix quand j'ai créé Cap Foncière et Territoire, c'était d'avoir vraiment une SCPI, vous l'avez compris, hyper diversifiée. Certains m'ont dit, ben non, la mode, c'est à thème, tu vas faire de la logistique, tu vas faire de l'hôtellerie, tu vas faire du 100% commerce, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que non. On parlait de logistique, hein, quand on a au sein d'une SCPI un entrepôt de 20 000 mètres carrés, quand au bout de 6 ans, le locataire il s'en va, qu'il te rend les clés des 20 000 mètres carrés, et qu'à côté il y a un nouveau produit qui s'est constitué, qui est plus moderne, qu'est-ce que tu fais avec tes 20 000 mètres carrés et une absence de loyer peut-être pendant 6 mois ou un an? Et donc, on a fait plutôt ce choix de diversification, et Sonia l'a bien dit, parce que même un immeuble de bureau, aujourd'hui, il y a des immeubles de bureau, ils sont construits avec des trames d'habitation, et peut-être que demain, ils seront transformés en habitation dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront transformés en laboratoire, on peut y greffer un monte charge, et si on a des dalles suffisamment costauds, ça pourrait peut-être être de la petite logistique du dernier kilomètre, parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup d'immeubles peuvent avoir plusieurs usages, hein. Et moi, je pense que c'est intéressant d'avoir un schéma hyper diversifié. Et quand vous avez une crise, parce que qui vous dit que demain, si on doit faire payer le vrai prix d'une taxe carbone sur les produits qui vont être achetés demain avec le démarrage du Black Friday, qui vous dit que des valeurs de grands entrepôts seront toujours les mêmes. Je ne sais pas tout ça, hein. Il y a tellement de volatilité dans les typologies de produits.
c'est pas évident de se projeter. Et de la même façon, quand notre confrère là, qui avait qu'une SCPI complètement d'hôtellerie, quand le Covid arrive, c'est pas simple. Pareil, si j'ai une SCPI uniquement Silver Economy, santé, avec que des EHPAD, quand l'affaire Orpea arrive, bim, certains CGP nous ont demandé s'il y avait des EHPAD loués à Orpea dans notre SCPI. Donc, je vous imaginez que celui qui est complètement 100% santé, ça peut être plus compliqué. Voilà ma vision. Alors Pour Frédéric, l'instant, ça fonctionne pas mal. je rebondis sur Orpea. Est-ce que vous avez été surpris par la faillite de WeWork? Et est-ce que le coworking est une thématique que vous développez dans vos acquisitions? Alors, surpris, non, parce qu'il y avait quand même des prémices depuis longtemps. Et puis d'ailleurs, quand on écoute quand même, quand on lit les journaux, on voit bien que le vrai succès se passe plutôt aux États-Unis qu'en France. Bon, maintenant, nous, on n'avait pas de WeWork, on n'a pas de coworking. Moi, je suis très, très réticente sur les bureaux Île-de-France. Donc, les WeWork, on les a surtout en Île-de-France. Le phénomène télétravail, hein, on a beau dire qu'aujourd'hui, on va revenir avec moins de télétravail parce qu'il n'y a plus l'acquisition, l'appétence à l'entreprise, on restera minimum à 2 jours par semaine. Sinon, vous embauchez pas. Donc, pour moi, le WeWork avait de la pertinence justement pour faire ce télétravail. Mais voilà, Île-de-France, il y a suffisamment. Ce que veulent pas les gens, c'est faire 1 heure et demie de transport. Donc, si c'est 1 heure et demie de transport pour aller à son travail ou aller à un WeWork, c'est pareil. Donc, on n'en a pas et on n'en achètera pas. Frédéric? Alors, moi, ce que je pourrais dire, en l'an 2000, j'avais créé une petite structure avec des amis où on faisait de la gestion et l'animation c'était pas des centres de coworking, on appelait ça des hôtels d'entreprise. Et on en a développé jusqu'une douzaine. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un service qui était demandé, qui était pas très demandé par les entrepreneurs. Par contre, c'était un service qui était très compliqué à rentabiliser parce que c'est comme de l'hôtellerie. Quand les gens bougent, sont hyper flexibles. S'il n'y a pas un taux d'occupation minimum de 60 à 70%, ben, ça ne gagne pas d'argent. Et une boîte qui ne gagne pas d'argent, elle ne continue pas. Donc, pour répondre à ta question, moi, je n'étais pas complètement surpris parce que quand tu achètes des immeubles complets ou que tu vas louer très cher parce que tu vas vouloir attirer, à un moment donné, si tu ne remplis pas complètement, c'est compliqué. Néanmoins, la notion de service, c'est-à-dire de salle de réunion partagée, de salle de visioconférence partagée, je trouve que c'est pas mal. Et avoir, par exemple, dans un immeuble de bureau qui va faire 3 à 5 000 mètres carrés, un 500 à 700 mètres carrés qui peut être partagé sur plusieurs utilisateurs, c'est de la prestation de service. Et à ce moment-là, ça peut permettre à des locataires de rester beaucoup plus longtemps dans l'immeuble, dans un bail classique, sachant qu'ils vont utiliser cette prestation de service complémentaire. Ce que l'on fait dans certains de nos immeubles tertiaires. Alors, question suivante, on a une question. Bien que vos SCPI soient relativement jeunes, est-ce que vous êtes amené à faire des arbitrages? Vous avez été amené à faire des arbitrages sur votre patrimoine? Alors, oui, 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 c'est ce qu'on dit, on commence. Alors, je rappelle, hein, on n'a pas le droit de vendre avant 5 ans, sauf si c'est moins de 5% du patrimoine. Là, il y a quand même des actifs, ça y est, qui vont attendre les 5 ans. Donc, oui, on commence à vendre, mais ce n'est exclusivement que des ventes utilisateurs. Frédéric? Oui, alors je pense que le législateur, enfin, on devrait un petit peu assouplir cette condition-là sur les SCPI et comme certains ont des problèmes de liquidité, je pense que ce serait intéressant d'accélérer cet assouplissement parce qu'effectivement, je ne sais plus si c'est 2 ou 3%, Sonia, enfin, la règle de pourcentage du patrimoine que tu peux vendre, elle est quand même un peu restrictive. Nous, on en a vendu quelques-uns. C'est alors des utilisateurs ou les locataires. C'est-à-dire qu'un locataire qui a vraiment un projet et qui va nous dire bah, je veux vraiment acheter ou sinon je m'en vais. Bah, il vaut mieux vendre au locataire parce que c'est celui à qui on vendra le prix le plus élevé. Et autre exemple aussi sur des dossiers, ce qu'on fait beaucoup sur le patrimoine, c'est qu'on peut peut-être dire à un candidat locataire, bah, écoutez, vous allez louer et on va signer une promesse de vente. Vous allez pouvoir lever dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et auquel cas, ben, il va signer le bail, il vient chez nous et après, il lèvera ou il lèvera peut-être pas la promesse. Mais si on n'avait pas eu cette clause-là, on n'aurait pas intégré cette entreprise locataire dans notre patrimoine. Voilà des techniques de négociation pour attirer dans nos immeubles. Ok.
Bon, la France, c'est le deuxième pays le plus taxé au monde. La taxe foncière n'y a pas échappé puisqu'il y a une hausse. Alors, je lis plus 50% sur Paris. Est-ce que ça a eu un impact pour vous et est-ce que vous l'avez compensé par une hausse des loyers? Alors déjà, il y a une partie des taxes qui sont refacturées aux locataires, il ne faut pas oublier. Donc une grosse partie des taxes est quand même refacturée aux locataires. Non, je pense que l'indexation des loyers est déjà très significative, puisque là, l'indexation de l'inflation, on n'est pas loin de 6,5. Et je rappelle que pour les TPE, PME, c'est plafonné à 3,5, ce que je trouve déjà très bien. L'important, surtout dans une SCPI, c'est d'avoir la vacance la plus faible. Et je rejoins Frédéric, et notamment le Covid nous a rendu une proximité très forte avec le locataire et puis avoir une relation uniquement bailleur-payeur, payeur-encaisseur, et vraiment une relation de partenariat. On doit être partenaire avec notre locataire. Donc on les accompagne, je dirais que même on va plus loin, on les accompagne pour les aider à faire du business. On va mettre en place un compte Instagram pour un retail park pour attirer du chaland. Voilà, donc la taxe foncière, oui, c'est un coût, mais ça reste minime malgré tout dans le patrimoine d'une SCPI. Frédéric? En général, dans les baux commerciaux, la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont systématiquement remboursées par les locataires. Euh, je dis bien en général parce que, bon, nous, on ne prend pas de dossier si ces taxes-là ne sont pas remboursées parce que avec les croissances, ce n'est pas une taxe qu'on maîtrise. Et c'est vrai que quand vous additionnez les taxes foncières, les charges fixes d'un immeuble, on s'aperçoit que le vide coûte très cher. Donc, il faut quand même être attentif. Et nous, il y a des dossiers, je parlais de notre réunion TAMI, très très vite, on demande tout de suite la taxe foncière. Et si on a des taxes foncières qui sont sur un pourcentage au-delà de 15% de la valeur locative de marché, on ne prend pas. Ouais, c'est peut-être un très bon dossier, mais on estime qu'il y a un déséquilibre. Parce que si demain c'est vide 2 mois, 3 mois, 6 mois, le local, on va avoir des taux de rendement négatifs. Donc on a des critères d'analyse qui font qu'il y a certains dossiers qu'on ne prend pas. Je me souviens d'un dossier à Bordeaux où bah non, on a découvert 25 euros du mètre carré une taxe foncière alors que le prix de marché était de 125 euros du mètre carré. On a dit non, sur ce quartier-là, on ne fait pas. Voilà. Et on Et ce passe qui à est un autre intéressant dans dossier. les VFA, c'est que ça se négocie, les taxes foncières Mm. sur une VFA. Vous avez même des organismes spécialisés qui vous aident à négocier avec les élus locaux pour avoir une taxe foncière qui soit moins élevée. Et ça, c'est un point d'attention. Comme Frédéric, on fait des VFA, c'est important. Mais c'est vrai que nos collectivités territoriales, il va falloir qu'elles se calment. Parce que, en fait, c'est une taxe, il faut bien que quelqu'un la paye. Et in fine, en matière de taxes, c'est comme en matière de valeur immobilière, hein. Il ne faut pas que les arbres montent jusqu'au ciel parce que ce sera compliqué. Et je pense qu'on est à la limite hein, dans notre pays, pas uniquement sur cette taxe-là, hein. Alors, il nous reste 5 minutes pour que l'on respecte le temps et on a deux questions. Sonia, il y en a une pour toi très rapidement. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi ne pas développer les ventes après 5 ans à des investisseurs? Tu en as parlé il y a quelques minutes. Ah non, mais après 5 ans, il faut le faire. Aujourd'hui, sincèrement, je ne vois pas l'intérêt de vendre des actifs s'ils sont neufs, etc., et que le patrimoine tient bien. Mais si j'ai des opportunités, je le ferai. Mais c'est pareil, même après 5 ans, c'est un pourcentage minimum de la SCPI. En fait, le régulateur a voulu qu'une SCPI ne soit pas une activité de marchand de biens, où j'achète, je revends très vite. Mais je rejoins Frédéric, je pense qu'un peu plus de souplesse pour rendre plus vivant une SCPI, ce serait très pertinent. Mais oui, s'il y a l'opportunité, c'est le bon timing qu'il y a un acheteur. En tout cas, avant 5 ans, c'est très contraint. Après 5 ans, ça l'est moins, mais ça reste des contraintes. Et notre dernière question, c'est, alors bah, forcément, il y a un effet un petit peu de masse, il y a un dégagement massif des rachats qui se font sur certaines SCPI, notamment certaines SCPI concurrentes. Comment vous l'analysez? Est-ce que c'est plutôt lié à la structure des SCPI ou c'est plutôt lié à la conjoncture, les deux? Est-ce qu'il y a un amalgame qui est fait? Il y a quand même beaucoup de SCI qui ont vendu massivement, qui ont fait du mal à beaucoup de SCPI. Et c'est là où on voit où il est important de piloter la composition de ses actionnaires, de ses associés, et d'avoir une diversification dans les associés. Ça, c'est le premier point. Il y a le deuxième effet structurel du télétravail et toutes les SCPI qui étaient essentiellement bureau Île-de-France, deuxième couronne un peu obsolète. C'est clair que c'est normal que ça baisse. Après, c'est un marché qui va se réguler et je rejoins à nouveau Patrick et Frédéric. C'est du long terme, c'est du rendement. Voilà, prenez votre souffle, respirez, mais il y a des vraies opportunités. C'est comme les marchés financiers. On n'investit jamais au plus haut ou au plus bas. Il faut investir
régulièrement et on va y arriver. Et là, il y a des vraies opportunités en 2024 et je ne suis pas sûre qu'elles durent en 2025. Je pense qu'on a vraiment une année très ciblée pour faire des belles acquisitions. Frédéric? Je vais dire, si tu sors, qu'est-ce que tu fais de ton cash? Tu vas le remettre à la banque à 4% alors que tu avais un bon rendement dans une SCPI. Eh ben, il faut le flécher vers deux belles sociétés de gestion de portefeuille qui sont présentes devant vous, Altixia et Foncière et Territoire. Donc n'hésitez pas. Qui font du bon boulot. Voilà, venez chez nous pour ce cash Alors justement, 50-50. justement, à propos de venez chez nous, juste un petit, sur un plan pratique, vous pouvez nous donner le montant le minimum de souscription et les frais de gestion de vos SCPI. Alors, sur Cadence 12, c'est 2 000 € minimum, c'est 10 parts et ensuite, c'est des parts de 200 €. Sinon, c'est un délai de jouissance de 5 mois, un revenu mensuel. Et tu avais dit quoi comme autre question? J'ai oublié. Mince. Tout est digital. Alors ça, je suis fan du digital. Donc, on est extrêmement rapide, que ce soit d'ailleurs pour les entrées, les sorties, on est rapide. Et 10% de frais de gestion. Commerce est à 2,5% de frais d'entrée, 15% de frais de gestion et pareil, 5 mois de délai de jouissance. Frédéric? Alors, pour Cap Foncière et Territoire, les délais de jouissance, c'est pareil, c'est 5 mois, voire 4, puisqu'on voit bien que les souscriptions, elles arrivent en fin de mois. Et en matière de... C'était quoi la Les question frais. déjà? Les frais. Les frais, oui. Les frais, voilà. Donc, on est à 8% en gestion et 10% sur les frais d'entrée. T'es pas cher en frais de gestion d'ailleurs par rapport au marché. C'est une politique délibérée, parce que le marché est plutôt à 10-12. J'ai pas entendu, moi, la question. Non, je disais, en fait, tu n'es pas cher en termes de frais de gestion, parce que quand on voit le marché est plutôt à 10 ou 12%. Et voilà, je suis agréablement surpris, parce que je ne l'avais pas en tête. Il y a un moment donné, tous ces coûts s'empilent et si on veut de la performance, puisque nous, on est quand même dans une cible de performance de l'ordre de 6% auprès de nos épargnants, c'est clair qu'il faut qu'on ait des coûts de fonctionnement les plus maîtrisés possibles, ce qu'on essaye de faire. Donc voilà, c'est QFD. Et en conclusion, rappelez-nous les perspectives de rendement pour cette année. Alors, je ne vais pas vous demander pour 2024. Bah, si, pourquoi pas. Alors, demandons-le. On va jouer à Madame Soleil. Alors, la SCPI diversifiée Cadence 12, on sera à 5,60 à la fin de l'année et on a des perspectives au-dessus de 6 pour 2024. La SCPI Commerce sera à 5,30 cette année. On n'a pas encore fait nos simulations 2024, mais je pense qu'on sera entre 5 et 5,50. C'est dur, toutes ces questions de boules de cristal. Je suis étonné que certains ne nous demandent pas 2025 et 2026. Tu vois, j'ai été raisonnable. On devient raisonnable avec l'âge. Je vous remercie, les garçons. Donc, nous, pour Cap Foncière et Territoire, je pense qu'on va avoir 6% là, sur la moyenne de 2023 en TDVM. Et puis, l'idée, c'est de conserver le même taux sur 2024. Là aussi, on l'a dit tout à l'heure, mais l'indexation, Sonia en a parlé, l'ILAT, il a pris plus 6%. Et donc, 5 millions de loyers à 5-6% d'inflation, on recrée du volume complémentaire à partir du moment où on peut les répercuter. Donc, c'est vraiment ce qui est aussi quand même intéressant dans l'immobilier, cette indexation. On a toujours dit quand il y a de l'inflation, ça profite à l'immobilier. Moi, j'ai entendu ça depuis tout petit. Et c'est quand même une réalité. Sauf que pendant 10 ans, on a eu un modèle complètement différent, avec l'argent qui valait zéro, pas d'inflation. Et là, on revient à un modèle un peu normé, même si je pense que l'inflation et les indices vont se calmer. Mais ils ne seront pas à zéro, ils ne seront pas à 2%, parce qu'il faut avoir à financer notre défi autour du climat. Et ça, on va être obligé de changer de modèle et réinvestir, réinvestir, réinvestir. Et là, réinvestissement, ça crée un peu d'inflation. Alors, en conclusion, je reciterai ma phrase du début, enfin ta phrase, Frédéric. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Aujourd'hui, on a essayé de faire un peu de bruit sur la forêt qui poussait, qui n'est pas assez connue. N'hésitez pas à nous interroger. On est à votre disposition pour ces deux excellentes sociétés de gestion et n'hésitez pas à les contacter.
et on sera ravis de vous aider, de vous accompagner dans cette démarche. Et donc, nous, on se retrouvera la semaine du 18 décembre avant Noël pour le troisième webinaire où vraiment on cherche à être présent, à être transparent, à poser toutes vos questions. C'est important en ce moment pour rassurer. Je crois que les bonnes SCPI sont toujours bonnes. Celles qui ont peut-être été un peu gourmandes sur les années passées payent le prix aujourd'hui. En tout cas, je croise les doigts. Mais c'est important de mettre la lumière sur les SCPI aujourd'hui que nous distribuons et c'est le rôle aujourd'hui de Focus. Donc, on se retrouvera le 18, intervenants à définir. Mais en tout cas, la semaine du 18, vous aurez 2 nouveaux intervenants en immobilier. On s'excuse de la part de Christian qui devait être là ce matin. On va essayer de regarder pour organiser une petite visio avec lui prochainement pour ceux qui le souhaitent. Voilà, moi j'en ai terminé. Bon, merci Sonia, un grand merci d'avoir pris sur votre temps. Merci Frédéric, et on vous dit à très bientôt. Merci à Peut-être un tous. petit dernier mot. Merci à tous pour cette organisation. Merci à ceux qui ont participé. Et peut-être rappeler, c'est que voilà, c'est vraiment un exercice direct line qui est intéressant, je pense. On n'avait pas les questions et moi j'aime bien l'exercice. Merci à vous Merci alors. Frédéric. Merci à tous. Allez, au revoir. À refaire. Au revoir, Au merci revoir. beaucoup.